Salut à toutes et à tous et bienvenue sur 11e art avec aujourd'hui le retour de Old Fashion, notre format qui revient sur l'histoire de notre beau sport. Et aujourd'hui, dans une période où la France entière descend dans la rue pour négocier ses droits à la retraite, Bilal, tu as souhaité nous parler de défense des droits des athlètes, un sujet assez actuel finalement. Et oui, on se rappelle tous du fameux débat entre la Fédération française de football et Kylian Mbappé autour de ses droits à l'image. En effet, notre génie français s'est battu afin de faire réviser la convention sur les droits à l'image, le lien en bleu et ce, alors même jusqu'à boycotter la séance photo des sponsors de l'équipe de France juste avant la dernière Coupe du Monde. Il aura fini par obtenir gain de cause et cela n'a pas été sans tourmenter l'opinion publique qui pouvait lui reprocher une réaction à deux vitesses quand on voit notamment les sponsors du PSG ou encore son nouveau rôle d'ambassadeur avec Sorar, la fameuse Fantasy League qui met en jeu de la crypto-monnaie. Mais notre Kylian national n'est pas le premier à avoir essayé de se battre pour défendre ses droits et ceux de ses coéquipiers par la même occasion. Un illustre Hollandais a été un des protagonistes de ces sujets-là. Je parle évidemment du Hollandais volant, Johan Cruyff. Ouais, on connaît forcément Johan Cruyff, ses 3 ballons d'or, le joueur merveilleux qu'il a été. Mais alors d'où lui venait ce goût pour la défense de ses droits? Et j'espère Bilal que tu vas pas nous faire cette, chronique en hollandais. Alors, il faut repartir de sa jeunesse. Johan Cruyff grandit dans le quartier de Bettendorp, un quartier communiste non loin de l'ancienne enceinte de l'Ajax Amsterdam, le stade de Mir. Ses parents tiennent une épicerie et sont considérés comme plutôt aisés dans le quartier. Ils travaillent dur pour prodiguer la meilleure éducation à leurs enfants, sans bien sûr délaisser le foot, dont le père était un grand fan. Et alors que Johan Cruyff est âgé de 12 ans et a déjà rejoint l'Ajax, un terrible événement va changer énormément de choses. Son père décède des suites d'une crise cardiaque. C'est un tremblement de terre pour Johan, qui perd très jeune son modèle. Tout change alors pour la famille Cruyff. Ne pouvant plus tenir le commerce familial, ils sont obligés de fermer. Ils sont également obligés de déménager à l'autre bout de Bettendorp. Johan est alors pris en charge par le club de l'Ajax, qui va également fournir à sa mère un travail au club en tant que femme de ménage. C'est ainsi le début d'une psychose concernant l'avenir pour lui. Il déclarera d'ailleurs dans une interview à l'équipe en 2014, très tôt, j'ai dû apprendre à me défendre seul. Persuadé qu'il faut assurer ses arrières, car une blessure ou une maladie est vite arrivée, il développe une relation particulière avec l'argent, et même plus globalement face à l'autorité. Dolph Grunwald, un psychologue du sport engagé par l'Ajax pour analyser le comportement des joueurs, dira de lui: Cruyff refuse vraiment l'autorité parce qu'il compare inconsciemment tout le monde à son père. Mais évidemment, il reste le foot et assez vite en 1964, alors âgé de 17 ans, il reçoit une offre de contrat professionnel de 4 ans de la part des dirigeants de l'Ajax. Problème, le salaire proposé est le même que celui qu'il avait en junior. Cruyff n'accepte absolument pas la situation et considère cela comme une injustice. Dans une époque où les dirigeants de clubs dictent leurs lois, Cruyff refuse la proposition, n'acceptant pas de travailler autant que les autres pour bien moins gagner. Son déclassement social, suite à la mort de son père, est encore dans sa tête. Et il finira par faire céder les dirigeants de l'Ajax en leur tenant tête du haut de ses 17 ans. Il lui offre un salaire d'environ 15 000 florins par saison. Une première belle victoire. Ouais, les problèmes d'autorité et d'argent, Bilal, on voit que tu n'es pas le seul à causer ce genre de problème chez Onzemar. Mais il me semble que quelqu'un va jouer un rôle déterminant pour lui par la suite, un certain Cornelis Koster. Eh bien oui, il y a une rencontre qui va changer pas mal de choses. Enfin plutôt, une double rencontre. En 1968, Johan Cruyff se marie avec Danny Koster. Un mariage télévisé en grande pompe d'ailleurs, dont on pourrait dire qu'il a contribué à la starification des joueurs de foot. Mais surtout, la rencontre qui va changer pas mal de choses est celle avec son beau-père, Cornelis Koster. À l'époque, Johan Cruyff est un homme endetté. Eh oui, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, les joueurs de foot ne gagnent pas des masses. Dans les années 60, un joueur lambda est un travailleur pauvre, et même les meilleurs joueurs du monde sont des artistes sous-payés. Les possibilités de négociation étaient très limitées, soit les joueurs acceptaient les conditions des dirigeants, soit ils partaient du club. Alors la rencontre avec Cornelis Koster est plutôt opportune pour Johan Cruyff. Il est alors un diamantaire reconnu aux Pays-Bas, et le business, ça y connaît. Il va se jurer de faire du talent hollandais un futur millionnaire. Cornelis Koster va se mettre à accompagner le jeune Johan dans ses réunions avec la direction de l'Ajax. Ceux-ci n'acceptent pas au début, n'étant pas habitués à ce genre de procédé, et refusent de négocier en sa présence. Mais comme souvent, Cruyff coupera directement court aux négociations dans ces conditions. L'Ajax les rappellera assez vite, et tout passera par la suite par ce fameux Cornelis Koster. Le métier d'agent de joueur vient alors de naître. Le businessman hollandais est un homme coriace, qui finira par abandonner son activité de diamantaire pour cette nouvelle activité. Il négocie avec les dirigeants de club, que ce soit au niveau des transferts comme des revalorisations salariales. Il est en charge également des contrats publicitaires et invente même le concept d'interview payante avec les journalistes. Dans le futur, il défendra d'autres grands joueurs comme Gullit ou Rijkaard et mettra un point d'orgue à rééquilibrer les débats afin d'instaurer un nouveau rapport de force entre dirigeants et joueurs.
Il se met alors du côté des plus faibles et travaille pour une reconnaissance à la hauteur de ce qu'il représente. Pour lui, c'est clair, les joueurs sont les acteurs principaux et méritent une meilleure considération. Une façon de faire qui n'est pas pour déplaire aux intérêts de Cruyff, on l'aura compris. Et justement, pour en revenir à Cruyff, j'ai le souvenir d'autres événements avec la sélection, notamment où il va justement se lever contre sa fédération. Oui, il y a évidemment la fameuse histoire entre Adidas et Puma que beaucoup connaissent. À l'aube de la Coupe du Monde 74, un scandale explose entre la fédération batave et le joueur. L'histoire est simple. La sélection est sponsorisée par Adidas quand Johan Cruyff de son côté est sous contrat depuis un moment avec Puma. Il refuse catégoriquement de porter le maillot aux 3 bandes caractéristiques de la marque allemande lors de cette Coupe du Monde, demandant une compensation financière pour le faire. N'obtenant pas ce qu'il souhaite, il fait le choix de jouer avec un équipement à 2 bandes uniquement tout au long de la compétition, contrairement à tous ses coéquipiers. Il déclara plus tard: j'avais refusé de porter ce maillot parce que le contrat de l'équipementier signé au profit de la fédération ne prévoyait pas un centime pour les joueurs. Autrement, il se sera aussi levé contre sa fédération lors d'un stage avec la sélection en interpellant le secrétaire national quant à la question des assurances. Résultat des courses, les joueurs néerlandais seront couverts lors de leur déplacement en sélection. Une petite révolution. Bref, pour conclure cet épisode, je dirais qu'on voit bien que Cruyff était un joueur à part quant à la gestion de ses intérêts, avant-gardiste même. Autant il était altruiste sur le terrain, autant il pouvait être assez individualiste dans le privé. Mais cet individualisme aura quelque part bénéficié à de nombreux joueurs de foot qui ont pu défendre leurs intérêts décemment, et même si aujourd'hui on peut constater des abus à ce sujet, il aura permis de rééquilibrer le rapport de force de façon globale entre dirigeants et joueurs. Par son aura particulière et sa quête de liberté, dans une période où il était plutôt marginal, il aura influencé les générations de joueurs futurs. Et bah tu vois, Bilal, tout est bien qui finit bien. J'espère que toi aussi, comme Johan Cruyff, tu réussiras, malgré tes problèmes d'autorité et d'argent, à rapporter un petit peu de pépettes pour notre fabuleux média. Merci à tous en tout cas. On se retrouve évidemment dès vendredi pour un nouvel épisode de Poteau Carré. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.